Un robot de trading, c'est un peu comme une voiture de sport qui a pour objectif de faire du circuit. Et du coup, comme pour les voitures, souvent on cherche le meilleur de tous, capable de tout déchirer, quelles que soient les conditions. Mais si l'on place une superbe Ferrari, flambant neuve, sur un circuit pour faire de la compétition automobile, mais qu'au volant de cette Ferrari, on met un pilote médiocre, la voiture aura beau être parfaite, si le pilote est nul, le résultat sera catastrophique. Avec les robots de trading, en réalité, les choses sont très similaires. Il existe des milliers de robots avec un potentiel certain, mais pour qu'ils puissent s'exprimer pleinement, il faudra une combinaison de plusieurs choses, dont une méthode d'optimisation qui fonctionne réellement. Concrètement, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut une méthode d'optimisation? Pour répondre à cette question, je propose que l'on fasse cette vidéo sous la forme d'une étude de cas assez complète où l'on va commencer avec une problématique sur l'optimisation d'un robot sur un marché et petit à petit, on va construire les choses pour arriver à un paramètre à lancer sur un compte en réel. Donc, c'est parti. Déjà, on va commencer par le commencement. Il nous faut un robot. Pour cette vidéo, on aurait pu partir au départ sur le robot Candlelight, celui offert dans le pack découverte. D'ailleurs, si tu cherches un robot sympa ou que tu débutes avec MetaTrader, n'hésite pas à faire un tour dans la description, ce pack pourra certainement t'aider. Mais pour présenter les choses de manière plus complète, on va utiliser le robot Candlesuite, donc son grand frère. En gros, les stratégies de base pour entrer sont les mêmes entre les deux robots, mais avec le Candlesuite, on aura plus de possibilités pour faire varier la gestion des trades par la suite. Comme ça, on pourra voir les avantages et inconvénients de certains choix que l'on fera. Alors, pour bien faire les choses, notamment pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce robot, je vais prendre quelques minutes pour expliquer son fonctionnement. Ici, on a un robot qui a pour objectif de prendre des positions quand une suite de bougies vient à rompre d'anciens niveaux historiques plus hauts ou plus bas. Et donc, nous, on a la possibilité de définir plusieurs choses dans les paramètres, dont par exemple le nombre de bougies qui correspondent à cette rupture ou le nombre de bougies qu'il faut regarder par le passé pour trouver les différents niveaux. Pour mieux comprendre ce que ça veut réellement dire, on va aller sur les graphiques. Ici, j'ai paramétré le robot pour qu'il prenne des trades à l'achat quand on a une rupture du niveau le plus élevé dans les 300 dernières bougies et que cette rupture est produite avec un mouvement fort de 5 bougies acheteuses consécutives. Comme ça, on a de bonnes chances d'être sur un moment clé du marché. Et donc ici, on voit que ça a très bien fonctionné. Le take profit a été touché instantanément. Super. Alors là, on a donc une partie du robot. Mais comme un robot n'est pas une boule de cristal, parfois les choses se passeront bien, et ça c'est top. Mais parfois, ça n'ira pas forcément dans notre sens, et ça aussi, c'est des situations qu'il faudra gérer. Avec ce robot, on peut avoir plusieurs manières de gérer les trades. On pourrait utiliser un stop loss ou un stop suiveur pour fermer directement nos positions si jamais les choses ne se passaient pas comme on voulait. Personnellement, ce n'est pas une solution que je préfère parce que très souvent, on perd en régularité. On pourrait aussi utiliser des mécanismes de martingale pour faire ce travail-là. Là, on gagnerait effectivement beaucoup en régularité, mais on aurait aussi un risque qui pourrait exploser de manière assez rapide. Ou alors, on pourrait travailler avec des mécanismes de grid. Et là, clairement, ce sont mes favoris. Et c'est ce que nous allons faire pour la suite. Concrètement, le grid est un mécanisme qui ne se met en place que quand la situation n'a pas été comme on le voulait. Et qui a pour objectif de profiter du fait que les marchés se comportent souvent comme des vagues qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent. Ici, par exemple, on a bien notre point d'entrée. Et le marché a touché notre take profit assez rapidement. Donc, on n'en a pas eu besoin. Mais ici, on a cette fois un marché qui s'est directement retourné lorsque la position était prise. Et il n'est alors plus possible pour nous de fermer notre position en positif. Et donc, pour nous permettre de bien nous en sortir, d'autres trades ont été ouverts un peu plus bas, puis encore un peu plus bas, en attendant que le marché finisse par remonter. Et au final, au bout d'un certain temps, quand ça s'est produit, hop, les différentes positions sont venues toutes se fermer en même temps, avec les gains de ces positions qui compensaient alors les pertes de celles-ci. Et voilà le fonctionnement du mécanisme de grid à la base. Et c'est sur lui que l'on va s'appuyer pour la suite. Maintenant, il est temps de poursuivre notre travail en choisissant notamment les paramètres que l'on va faire varier et surtout pourquoi on va faire varier tel ou tel paramètre. Pour commencer, on peut attaquer avec le paramètre suite. Avec celui-ci, on va pouvoir notamment définir le nombre de bougies que l'on va devoir avoir
pour prendre notre position. Tout à l'heure, dans notre exemple, on avait pris 5 bougies. En cochant cette case, on va faire varier, par exemple, entre 4 et 6 avec un pas de 1. On va donc tester la stratégie sur le marché en entrant sur 4 bougies, puis 5 bougies, puis 6 bougies. Puis, avec le paramètre Extreme Research, on va le faire varier entre 50 et 300 avec un pas de 250. Donc, dans un cas, on va chercher les extrêmes que l'on casse sur les dernières 50 bougies, ce qui est peu sévère, puis sur les dernières 300 bougies, ce qui est tout de suite plus strict. Avec ces variations, on va chercher à avoir un compromis. On veut entrer régulièrement en position pour avoir des chances de profiter des fluctuations des marchés. Mais en même temps, on ne veut pas non plus entrer sur n'importe quoi. Donc, avec l'optimisation, par la suite, on va chercher à affiner ça pour trouver un bon compromis. Ensuite, on va également faire varier donc, dans notre robot le paramètre TP distance. Concrètement, avec lui, on va dire à quelle distance par rapport à notre point d'entrée, on souhaite fermer nos positions en bénéfice. Alors ici, même principe. Notre objectif sera de trouver un bon compromis. Si on met un take profit à 1, on fermera nos positions assez rapidement. Et donc ça nous évitera dans de nombreux cas de prendre le risque de dériver. Mais d'un autre côté, ça fera qu'on profitera assez peu des fluctuations du marché. Et donc qu'on ne gagnera que très peu sur chaque position. A l'inverse, si l'on met une distance importante, alors on profitera bien plus des fluctuations quand on fermera les positions en bénéfice. Mais on s'expose aussi au risque que le marché se retourne entre deux et donc qu'on arrive à dériver. Pour mieux expliquer ça, on va encore partir sur un exemple. Ici, sur la gauche, j'ai un take profit qui était placé à une distance de 1 ATR. Et sur la droite, il était placé à une distance de 3. Sur la première position, quand le take profit est à 1, on a gagné 1,19 € quand la position s'est fermée. Avec la même position, avec un take profit à 3, on a gagné 3,59 €. Donc ici, on pourrait penser que le mieux est de mettre un take profit le plus loin possible. Mais si on regarde la position suivante, avec un take profit à 1, on a pu fermer la position très rapidement, presque sur la bougie. Mais quand il a été à 3, le marché n'a pas assez bougé pour l'atteindre et il est ensuite remonté. Et donc, on s'est retrouvé à devoir attendre plus longtemps pour bien fermer ça. Ici, ça s'est bien passé. Mais dans ce deuxième exemple, on peut voir que là, dans un cas, avec un take profit proche, tout a bien été, alors que dans l'autre, le marché a tellement dérivé qu'il a presque planté le compte. Et donc, au final, ce que ça voudra dire, c'est qu'on aura plus tard un compromis à faire pour trouver un paramètre qui nous permettra d'un côté de gagner assez d'argent, mais de l'autre qui nous évitera de prendre trop de risques. Ensuite, un autre compromis qui devra être fait est sur le mécanisme de rattrapage, et notamment sur son agressivité. Comme on l'a dit tout à l'heure, le grid, donc le mécanisme de rattrapage en question, va avoir pour principal objectif de nous permettre de sortir quand le marché ne va pas dans notre sens. Ce mécanisme a deux principales caractéristiques qui permettent de le paramétrer. La distance entre les ordres et la taille des nouvelles positions qui vont s'ouvrir. Alors, concrètement, pourquoi le travail de ces deux paramètres est crucial? On va encore repartir sur un nouvel exemple. Ici, on a une position qui s'ouvre à la vente et son take profit est juste en dessous à quelques points. On peut voir que le marché, dans un premier temps, va bien dans notre sens. Puis, il finit par remonter et notre position devient alors perdante. Et rapidement, un nouvel ordre à la vente s'enclenche, plus gros que le premier, et il nous permet de remonter notre take profit global à un niveau plus proche du cours actuel. Donc avec lui, on augmente nos chances de sortir au plus vite. Et puis, le marché remonte encore, et on ouvre de nouveaux ordres avec notre take profit global qui remonte petit à petit. Mais en faisant ça, on se retrouve alors à avoir des positions de plus en plus grosses, qui finissent par faire une perte latente significative. Là, on a fini par atteindre presque 10% de drawdown. Alors ici, le marché finit par faire un retournement et très rapidement notre position se ferme gagnante au global avec un bénéfice de plus 52 €. Ouf. Par contre, on comprend bien que s'il avait poursuivi dans cette direction, on aurait potentiellement planté le compte. Mais maintenant, si l'on reprend le même point d'entrée, mais qu'on met un grid plus doux, avec une distance plus importante entre chaque ordre de rattrapage, voici donc à quoi ça ressemble. Comme tout à l'heure, on a notre première position qui s'ouvre avec le take profit exactement au même endroit. Et comme tout à l'heure, il n'est pas directement atteint. Mais par rapport à tout à l'heure, le trade de rattrapage qui s'ouvre est plus doux et s'ouvre plus loin par rapport au trade initial. Et donc ici, il rapproche bien notre take profit, mais moins que tout à l'heure. Et du coup, on se retrouve à attendre plus longtemps, mais au final, sur un seul trade de rattrapage, on finit par toucher ce take profit. Et cette fois, dans le pire des cas, notre drawdown a atteint 1% du capital. Alors ici, on pourrait donc conclure qu'il ne faut pas mettre un rattrapage trop agressif.
Et ça, ce n'est pas fondamentalement faux. Mais si le rattrapage est trop doux, on pourrait aussi avoir des situations où notre take profit n'est pas touché, car il est trop loin, et on se retrouve avec un marché qui dérive encore et encore. Et comme toujours donc, on aura des choix à faire. Mais donc, pour la suite, il faudra trouver des paramètres qui nous permettent d'avoir un bon compromis. Ni trop agressif, ni trop doux. Et pour faire ça, on va principalement faire varier ici ces deux paramètres, donc le distance between orders, qui va permettre de définir la distance entre les ordres, et le grid recovery factor, qui va définir la taille des positions suivantes par rapport au début. Et ensuite, on aura donc trois autres paramètres que l'on va faire évoluer. Le paramètre Fixed Grid Size va permettre de prendre des tailles de rattrapage se basant sur la distance de position, mais aussi sur le fait que l'on respecte les signaux d'entrée qui sont notamment ici les suites de bougies. Ensuite, on a le paramètre Max Lot Size for 10K qui va dans un cas être désactivé quand on le met sur 0 et dans l'autre cas être activé pour empêcher l'ouverture de positions de rattrapage trop importantes. Et enfin, on a notre taille de l'initiale que l'on va tester sur une plage où l'on part de assez petit et donc assez protecteur, puis qu'on va faire monter pour la rendre plus agressive et donc potentiellement plus rentable, mais aussi plus risquée. Et voilà donc pour nos paramètres. Maintenant qu'on a choisi des plages de paramètres pour faire nos tests, on comprend bien mieux qu'on aura un certain nombre de choix à faire. Et qu'en réalité, bien plus que le robot, ce qui comptera, ce sera le travail que l'on fera à ce niveau. Si on se trompe, si on prend un paramètre qui n'est pas bien synchronisé par rapport au marché que l'on va travailler, on risque de tout perdre. Parce que oui, avec MetaTrader, on pourra assez simplement tester des milliers de paramètres sur plusieurs années. Mais à la fin, on ne pourra pas lancer finalement tous ces paramètres et il nous faudra donc en choisir un, celui qui nous semblera le plus pertinent. Mais pour faire ça, comment on va faire? C'est probablement sur cette partie que le travail est le plus important. Pour mieux comprendre la situation, je propose que l'on imagine que l'on est au 1er janvier 2023. J'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Mais donc, si l'on avait été au 1er janvier 2023, la plupart des personnes vont tout simplement prendre le testeur de stratégie de MetaTrader pour tester les paramètres sur quelques années sur les marchés qui les intéressent. Par exemple, on pourrait tout à fait avoir des personnes qui auraient pu faire une optimisation sur 10 000 € sur l'euro-dollar en H1, donc en 1 heure, sur quelques années avant la date de lancement, donc par exemple ici entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2023, puis avec ça, elles auraient eu donc une liste de passages avec des résultats et des profits réalisés, et elles seraient donc happy dessus. Et sur ces passages, on pourrait assez rapidement être tenté de lancer le premier passage de la liste, parce que après tout, en termes de profit, il a l'air top. Mais si on avait fait ce choix, on aurait des résultats catastrophiques. Comment est-ce qu'on peut faire pour savoir ça? Eh bien tout simplement en testant notre choix sur les années qui suivent, que l'on n'a donc pas encore testé. Si on avait été au 1er janvier 2023 et qu'on avait lancé le paramètre en question, voici ce que l'on aurait eu. Pendant un certain temps, le rendement aurait été top, c'est certain. Mais à un moment, on aurait fini tout simplement par planter le compte. Alors ici, je sais que certains pourraient me dire qu'ils auraient par exemple pris un résultat avec un drawdown plus petit de par exemple 25% maximum. Et effectivement, on pourrait faire ce choix et ce serait peut-être un peu mieux. Mais si on le fait, on se rendrait alors compte que, finalement, dans ce cas-là, ça n'aura pas forcément été mieux, ça ne nous aurait pas évité le plantage. On aurait quand même tout perdu. Ce qui est dommage, c'est que ce souci pouvait en réalité être évité au moment du choix du passage à la source. Mais pour ça, il fallait pousser les choses bien plus loin, et c'est là que la méthode d'optimisation entre réellement en jeu. Pour bien comprendre la suite, je propose que l'on fasse une petite mise en situation. Imaginons que l'on travaille sur un projet de voiture autonome, donc de voitures qui se conduisent toutes seules. Et supposons que pas mal de tests ont déjà été faits, et que là, la seule chose qu'il manque maintenant, c'est de choisir la vitesse à laquelle la voiture doit rouler globalement. Pour faire ce choix, on a fait rouler des centaines, ou même des milliers de voitures sur un circuit. Et à la fin, on nous donne un tableau où l'on nous indique la vitesse moyenne de la voiture ainsi que son état à l'arrivée. Est-ce qu'elle est en parfait état? Est-ce qu'elle était raflée? Est-ce qu'elle s'est carrément plantée? Et maintenant, avec ces choix, on est supposé dire quelle est la bonne voiture, celle qu'il faudra commercialiser par la suite. Maintenant, la question c'est quelle voiture vas-tu prendre? Là, on constate un premier élément. La voiture tout en haut, la plus rapide, est arrivée en parfait état. Mais est-ce que tu penses réellement que cette voiture est parfaite pour tout le monde? Et d'abord, pourquoi est-ce que cette voiture est la seule à avoir un aussi bon résultat alors que toutes les autres voitures autour d'elle se sont plantées? La réponse est simple. Elle a eu de la chance. À 200 km/h, si ça se passe, ça fait forcément un excellent chronomètre. Mais si jamais on a la moindre sortie de route, l'accident est tout de suite très grave et on n'aura donc pas le temps de réagir.
Ensuite, est-ce que tu penses que la voiture qui est ici, à 120 km/h, et qui elle aussi est en parfait état, est la bonne? À première vue, ce n'est pas complètement aberrant, mais si tu prends quelques minutes pour regarder juste autour d'elle, tu vas te rendre compte que toutes les autres voitures qui étaient à des vitesses similaires avaient rencontré des soucis. Et donc, juste avec ces informations-là, on pouvait commencer à se douter qu'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément net. À mon avis, si jamais on avait remis la voiture sur le circuit à un moment différent, on aurait rapidement constaté qu'au final, elle ne s'en serait pas forcément aussi bien sortie que ça. Et donc, maintenant, quelle est la voiture qui a donc un bon potentiel? Eh bien, probablement une des voitures qui se situe par ici, dans une plage peut-être plus lente, mais qui, au final, présente moins de soucis. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problème. On peut toujours avoir un arbre qui lui tombe dessus, ou avoir une voiture qui lui grille la priorité. Mais très clairement, les problèmes seront donc bien moins présents. Mais donc, maintenant qu'on a fait notre exemple, revenons à notre trading pour voir nos différents choix. Quand on a un tableau comme celui-ci, c'est sympa. Mais au final, c'est un peu comme pour nos voitures. Ici, avec la colonne du profit, on a la vitesse de nos voitures. Plus c'est haut, plus elles ont été rapides. Ici, le drawdown pourrait représenter donc l'état à l'arrivée. Est-ce que la voiture est arrivée en bon état, avec des rayures, ou est-ce qu'elle s'est carrément plantée ou a eu une portière arrachée? Et là donc, on pourrait donc simplifier ça comme ça. Mais ici, on a encore plus d'informations, comme par exemple les paramètres qui ont été pris. Maintenant qu'on a dit ça, concrètement, on fait quoi? Pour expliquer la suite, je vais passer sur mon logiciel d'optimisation que j'ai développé pour m'aider dans l'analyse complète des paramètres et des résultats. Mon but maintenant, c'est de montrer de manière concrète comment je fais personnellement. Déjà, au début, la première chose à faire est de créer un nouveau projet, auquel on va attribuer un nom. Jusque-là, c'est simple. Ensuite, il me faut choisir un terminal qui me permettra de faire les optimisations, avec le robot que l'on va utiliser et le fichier qui contient les paramètres que l'on va tester. En gros, ça correspond à ce que l'on a fait précédemment quand on a coché les cases sur MetaTrader. Puis, il faut choisir le symbole que l'on va travailler. Donc ici, on avait dit l'euro-dollar, et donc là, on vient sélectionner l'unité de temps, donc H1, donc 1 heure comme sur MetaTrader. Et ensuite, il faut lui donner d'autres éléments pour qu'il puisse travailler, afin de tester au mieux les paramètres dans différentes conditions. Par exemple, tout à l'heure, on a dit qu'on avait testé notre robot avec 6 années de données avant le 1er janvier 2023. Et bien, dans notre cas, dans la partie durée long terme, on va donc choisir de lui indiquer la même durée 6 années. Mais en plus de ça, on va lui faire un certain nombre d'imports plus courts qui vont permettre d'analyser la longue période sous forme de petites périodes. Très grossièrement, c'est un peu comme si on venait à prendre un passage sur 6 ans, mais qu'on ne regardait pas que le résultat global, mais aussi le résultat entre le 1er janvier et le 1er mars, puis entre le 1er mars et le 1er mai, et ainsi de suite, en faisant ça donc sur 36 périodes consécutives depuis la date de l'analyse. Comme ça, sans avoir besoin de regarder les courbes une par une, on va par la suite pouvoir décomposer une période plus longue comme celle-ci, sous forme de sous-périodes, et pouvoir donc analyser la régularité à la base. Ensuite, dans cette partie, on va pouvoir également lui indiquer la date de démarrage des essais. Tout à l'heure, on a dit qu'on était au 1er janvier 2023. Et bien, afin d'avoir plus de données dans l'analyse, dans ce cas-là, on va lui demander de démarrer au 1er janvier 2022. En gros, si on retourne sur notre exemple des voitures, tout à l'heure on nous a dit qu'on nous donnait des résultats de voitures sur un seul circuit. Et bien ici, en faisant ça, on va également demander d'avoir des résultats complémentaires sur d'autres périodes différentes, plus variées, pour avoir donc plus d'informations analysées. Et enfin, dans cette partie, on va pouvoir ajouter des critères qui vont permettre de définir, en fonction de notre objectif, les paramètres qui seront pertinents par la suite. On pourra évidemment changer ça plus tard, mais on peut donc commencer à les mettre en place dès maintenant. Par exemple, tout à l'heure, on a dit qu'on voulait un passage qui, sur 6 ans, ne dépasse pas 25% de drawdown. Donc ici, dans cette liste, il faut juste sélectionner le critère drawdown en pourcent rencontré en long terme, puis on lui indique qu'on veut qu'il soit inférieur à, et donc on met 25%. Ensuite, comme tout à l'heure, on a indiqué que l'on ne souhaitait pas avoir de véhicule qui monte à 200 km/h. Ici, on peut lui dire que l'on souhaite donc conserver uniquement les passages qui, sur le long terme, ont eu un rendement inférieur à 75% de notre capital initial. Comme ça, dès le départ, on élimine tous les passages bourrins. Après, on peut aussi lui dire par contre que l'on veut uniquement des passages qui étaient quand même un peu positifs, avec par exemple un rendement minimum de 10%. Puis, pour s'assurer que la proposition sur les passages soit régulière, on va aussi lui dire que sur nos imports court terme, donc les petits imports qui permettaient de décomposer les longues périodes, on veut que dans 90% du temps, ceux-ci soient aussi positifs et donc qu'ils aient un rendement de 0% au plus. De cette façon,
On évite donc de croiser des courbes de ce type-là. Et enfin, on va lui dire que sur notre import court terme, on veut aussi que le drawdown reste petit la plupart du temps. Comme ça, on évitera de prendre des passages qui passent leur temps à faire des grosses variations pour éviter les courbes de ce type et au final se rapprocher de courbes plus régulières comme celle-ci. Et donc voilà au niveau du projet à quoi ça ressemble. Et maintenant que ça c'est fait, il ne reste alors plus qu'à lancer la suite d'import et à ce moment, le logiciel s'occupe tout seul de récupérer toutes les données disponibles sur MetaTrader 4 ou 5 pour ensuite pouvoir les analyser. Au bout d'un moment, ici, après quelques minutes ou quelques dizaines de minutes dans ce cas présent, en fonction du nombre de paramètres que l'on teste ou du type de robot que l'on a sur notre import, voilà à quoi ça ressemble. On a donc ce projet à exploiter. Pour donner un ordre de grandeur de la liste de données que l'on va exploiter, voilà à quoi ça ressemble. On a donc un grand nombre d'imports de quelques mois ici, que l'on appelle des imports donc court terme, et là une bonne liste d'imports long terme, qui sont donc sur quelques années. Alors ici, clairement, exploiter ces données manuellement, c'est vraiment terriblement long. Et si en plus, comme moi, on veut lancer non pas un, mais plusieurs robots sur un seul compte, dans ce cas-là, ce serait vraiment infaisable. Mais du coup, pour nous assister largement dans ce travail, le logiciel va lui-même s'occuper de lisser les passages déjà qui respectent nos critères ici. Tout à l'heure, on avait dit que l'on voulait que les passages que l'on prenne ne dépassent pas les 75% de rendement sur les imports long terme. Ici, il va donc nous dire ceux qui sont bons, et si on descend plus bas, on va donc retrouver ceux qui ne sont donc pas bons, ceux qui sont non OK. Ensuite, on avait parlé du fait que l'on voulait des imports plus courts qui soient réguliers dans 90% du temps ou plus. Et bien ici, dans cette colonne, on a donc la liste des passages qui respectent ces conditions-là. Et à la fin, si tous nos critères sont bons et sont donc respectés, on va alors se retrouver avec une liste de passages qui respecte donc tout ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Si on regarde, en réalité, tous les passages qui ont un résultat de 0 ou plus dans cette colonne répondaient alors à cette demande initiale. Mais nous, on ne peut pas lancer tous ces passages-là à la fin, et on n'en lancera donc forcément qu'un seul. Et donc ici, ce que l'outil va faire, c'est qu'il va alors classer les passages pour faire en sorte de grouper les paramètres qui respectaient le plus souvent nos critères. En gros, sur nos voitures, s'il y a une liste de ce type-là en face de lui, il va alors mettre en haut de la liste le groupe de voitures qui respectait donc au mieux les critères en question. Et donc ça, il ne le fait pas que pour une période, il le fait pour plusieurs périodes consécutives, pour à la fin nous faire un petit résumé de ce type. Par contre, contrairement à la situation où l'on analyse juste un passage sur une période, comme on peut le faire avec MetaTrader à la base, comme on l'a fait notamment en début de cette vidéo, ici, le choix proposé s'appuie sur l'analyse de plus de 40 imports et plus de 100 000 résultats. Clairement, c'est un autre monde. Et suite à cette analyse, on a donc ici un premier pré-bilan, mais cette fois avec des données qui s'appuient non plus sur nos résultats passés, mais plutôt sur un avenir passé. Alors, ça peut paraître curieux dit comme ça, mais tu vas vite comprendre ce que ça veut dire. Si on remonte ici au 1er janvier 2023, et que l'on change cette date ici, on a un résultat de 32 € sur cette période. Ce résultat en question veut dire que si on avait été au 1er janvier 2023, en utilisant uniquement les données disponibles avant cette date, et donc qu'on ne triche pas, on aurait alors proposé le passage 1146. Et ce passage, sur la période du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023, nous aurait donné donc un résultat de 32 €. Et donc concrètement, si on avait vraiment lancé ce passage en janvier 2023 et qu'on avait laissé tourner jusqu'à aujourd'hui, on aurait eu donc un gain de 566 €. Donc déjà, première bonne nouvelle, on n'aurait pas planté le cas, et ça déjà, c'est un très bon début. Mais avec l'outil, on a également d'autres informations. Typiquement, dans la partie basse, dans cette liste, on retrouve notamment les éléments de drawdown max rencontrés par certains paramètres et les résultats qu'ils auraient pu nous donner sur nos tests à l'aveugle. Et si l'on veut, on peut donc, à l'aide de ces informations-là, juste en double-cliquant dessus, retirer certains paramètres qui peut-être ne nous semblaient finalement pas si pertinents que ça, ou qui auraient pu présenter un risque bien trop important. Par exemple, on peut voir que la taille de l'eau à 0,11, donc la plus grosse que l'on avait choisie, a fait partie des paramètres qui, à un moment, ont fait que les passages que pourtant on aurait pu lancer ont atteint un drawdown à 100%, et donc qu'ils ont planté le compte. Et bien, tout simplement en double-cliquant dessus, on se retrouve donc à le retirer, et hop, l'outil refait les calculs, en excluant à la base tous les passages qui avaient ce paramètre. Et ce travail, on peut le faire pour plusieurs paramètres, afin d'exclure petit à petit les paramètres qui ne sont finalement peut-être pas si rentables, ou qui présentent un risque trop important, pour finalement terminer en ne conservant que les paramètres qui nous permettent de mieux respecter les conditions que l'on a mis au départ.
À la fin du travail, dans le cas présent, pour moi, ça ressemble à ça. Et au final, si j'avais été au 1er janvier 2023, j'aurais très probablement lancé le passage 1092. Et si on regarde depuis le 1er janvier 2023 à aujourd'hui le résultat de ce passage, on peut voir que très clairement, le bilan est bon. Alors maintenant, je sais que certaines personnes vont me dire que peut-être que le bilan est bon, mais que clairement il n'est pas impressionnant. Et ça, c'est vrai. Mais pour cette remarque, il faut remettre les choses dans le contexte. Au départ, on a décidé de partir sur une situation où notre objectif principal, c'était d'éviter les surprises. Un peu comme un constructeur de voitures qui veut vraiment éviter que ses voitures autonomes finissent trop souvent dans le fossé, on a fait en sorte de limiter le risque dans nos critères à la base. Ici, typiquement, c'est ce genre de passage que l'on pourrait lancer et qui, en cumulant plusieurs rebonds entre eux, permettent par exemple d'avoir des résultats comme ceci. Par contre, si jamais on décidait de débriter les choses, pour avoir une conduite bien plus sportive, ou alors où l'on tolère les crashs, à ce moment-là, on pourrait retravailler les critères à la base. Et donc, on pourrait leur demander au contraire, avoir des rendements bien plus conséquents sur le long terme, par exemple en tolérant un drawdown bien plus significatif. Et dans ce cas, en faisant un travail similaire, avec l'outil on terminerait en lançant le passage 1164, qui cette fois, sur une période de 2 mois, permettait d'atteindre un résultat de 344 € au lieu de 32 € comme précédemment. Et si on regarde depuis le 1er janvier 2023, on aurait donc gagné 5160 €. Par contre, cette fois-ci, effectivement, le drawdown aurait été bien plus conséquent. Sur le principe, ça ne choque pas forcément de choisir des passages qui puissent planter mon compte si entre-temps celui-ci a fait 400%. Mais le tout, c'est au départ de savoir à quoi on peut s'attendre. Est-ce que l'on recherche quelque chose de sécurisé ou au contraire, est-ce que l'on recherche à faire des gros rendements quel que soit le risque que l'on va prendre? En fait, il faudra surtout bien décider dès le départ ce que l'on veut faire pour notamment adapter par la suite notre money management. Voilà à quoi ressemble l'optimisation chez moi. Alors ici, j'ai présenté toute l'histoire pour mieux expliquer chaque étape. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la réalité, une fois qu'on a choisi notre scénario, les choses vont clairement bien plus vite. J'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux comprendre pourquoi chaque optimisation est unique et pourquoi le plus important quand on a un bon robot, c'est surtout par la suite d'avoir une bonne méthode d'optimisation. C'était Paul, ciao!